Personne ne sait vraiment comment on commence ou quand on réussit à avoir une pensée libre. Certains pensent penser par eux-mêmes dès le début de leur vie, alors qu'ils sont les plus conditionnés par leur environnement à réinventer les mêmes schémas de vie qu'ils vont suivre, tandis que d'autres, ils atteignent vraiment la pensée libre à la fin de leur vie. Mais alors, qu'est-ce que la pensée libre et est-ce qu'on peut encore penser librement à l'ère où nos esprits sont formatés par des algorithmes, mais également dans une ère où le monde numérique commence à décider pour nous? Dans le dernier épisode, nous avions commencé à appréhender le fait que les gens perdaient petit à petit leur humanité, et qu'en fait cela commençait à s'observer sur nos corps, devenant de moins en moins de la chair, mais plutôt comme un disposable, comme un composant électronique qu'on remplace. Mais qu'en est-il des esprits? Notre mental, lui aussi, est influencé par son époque, ça c'est normal. Chaque psyché est lui aussi bouleversé par le monde numérique. Tout d'abord, il est important de rappeler que les algorithmes des réseaux sociaux, et notamment ce que j'ai appelé dans l'une de mes premières vidéos la TikTokisation du monde, en gros c'est un terme que j'ai trouvé pour parler des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et YouTube, tous les réseaux sociaux qui proposent des contenus vidéo courts et qui sont proposés par un algorithme, enfin formatés par un algorithme. Ainsi la TikTokisation du monde existe pour satisfaire au maximum l'utilisateur, lui montrant des contenus qui l'intéressent, qui l'accrochent, et tout cela pour le faire dépenser le plus de temps possible sur ces applications démoniaques. Que ce soit par l'humour, le violent ou le politique, tous les moyens sont bons pour vous maintenir la tête sous l'eau, comme dirait l'autre. Et vous avez dû le remarquer, le ressenti, l'émotion qui vous fait passer d'un spectateur amorphe à un pantin actif, c'est bien la colère, qui peut vous révolter, ce qui vous laisse alors critiquer, voire attaquer avec virulence un autre internaute avec lequel vous n'êtes pas d'accord, ou l'auteur d'un post qui vous a particulièrement choqué ou déplu, je ne sais pas. C'est statistiquement prouvé et étudié. Les algorithmes valorisent la colère. C'est le plus rentable en fait. Ça veut dire que ces applications vous obligent à vous mettre en colère ou au mieux à vous laisser un arrière-goût amer, une sensation désagréable en quittant ces réseaux sociaux comme le goût du sang dans la bouche après un violent coup de poing. Non seulement vous sortez énervé de ce qui était censé être une pause mentale, comme on l'a vu dans un autre épisode que je vous mets en description et qui s'affiche aussi ici, mais en plus de ça, vous allez vous croire supérieur, en fait plus intelligent que les autres, quand ce n'est pas du tout le cas puisque ces algorithmes que vous voyez à longueur de journée ne vous montre que ce que vous voulez voir, ce qui va dans votre sens. Mais votre opinion n'est pas unanimement partagée, elle n'est pas consensuelle, contrairement à ce que vous pensez, à ce que vous pouvez croire en fait. Puisque nous parlons d'émotions sur internet, il serait intéressant d'en faire une analyse plus approfondie. À haute consommation, les réseaux sociaux ont des effets négatifs sur l'estime de soi, elle augmente d'une part l'anxiété et fait naître des dépressions. En tout cas, une très forte déprime, quand on parle dépression, c'est vraiment un terme médical et qui est parfois vraiment révélé, mais c'est un terme qui est quand même assez tendancieux, donc on va dire dépression dans les cas médicaux, mais c'est quand même beaucoup de déprime. Voilà. En plus de cela, elle engendre également une FOMO excessive, c'est-à-dire une fear of missing out en anglais, qu'on pourrait traduire par les jeunes de ma génération Z comme la peur de rater quelque chose. Et donc, toutes ces conséquences sont recensées dans cette étude sur le sujet. Et d'ailleurs, ce sont les jeunes femmes, malheureusement, qui sont les plus concernées par tous ces aspects négatifs à cause de l'image des corps parfaits, ainsi que la valorisation de la notoriété que véhiculent ces réseaux sociaux. En fait, pour les jeunes femmes, cette comparaison constante de ce que l'on voit, de ce que l'on nous véhicule sur ces réseaux, contraste avec nos vies. Et ça peut nous déprimer effectivement. Mais au-delà de tout ça, moi ce dont je veux parler, c'est ce qu'on appelle le roller coaster émotionnel des réseaux sociaux. Que vous soyez sur TikTok ou sur Instagram ou même sur YouTube, lorsque vous scrollez, vous pouvez tomber sur un contenu dur, violent, épouvantablement gore, et d'un simple geste du pouce, en une demi-seconde, tomber sur un contenu doux, charmant, évocateur et confortant. Et ça s'applique à chaque spectre de l'émotion humaine. La joie, la peur ou le dégoût par exemple. Nous avons vu dans un récent épisode que l'émotion était rentabilisée sur les réseaux sociaux, devenue non plus une sensation ou un ressenti humain, mais plutôt une métrique quantitative pour nous positionner par rapport aux autres. Alors petit rappel, ces métriques en fait vont nous procurer de la joie ou de la frustration en fonction des résultats des compteurs que sont nos nombres de likes ou d'abonnés par exemple. Par ailleurs, nos sentiments sur les réseaux sociaux deviennent également des métriques lorsque l'on vient rentabiliser nos émotions quand on les filme, ce qui grâce aux vues générées nous permettent de toucher donc évidemment une rémunération, et les contenus chocs ou émotionnels, c'est ce qui attire le plus. C'est ce qu'on appelle en fait en journalisme le sensationnalisme. Déjà tout ça fait de nous des êtres un petit peu moins humains, je trouve, appauvris en émotions mais enrichis de données. Cette paupérisation intrinsèque de notre humanité nous conduit petit à petit vers une digitalisation, une robotisation, j'ai envie de dire, de nous-mêmes. Donc si nous revenons à ce simple geste sans prétention en fait de faire défiler son fil sur les réseaux sociaux, ce geste presque innocent, j'ai envie de dire, est en réalité
grave. Il perturbe totalement nos récepteurs émotionnels et bien que nous devenions de plus en plus des machines, vous savez ce qui se passe quand on donne des indications contraires à une machine? Même une machine, à un certain stade, elle se casse. Et c'est déjà ce que nous observons actuellement. Notre système de dopamine, celui de la récompense, donc associé au plaisir, que nous ressentons après avoir fait du sport, en mangeant ou après avoir eu des relations sexuelles, ce système donc est totalement perturbé aujourd'hui. Je ne compte plus le nombre de vidéos que j'ai vues sur l'internet français te proposant un tutoriel pour reprogrammer ou reset, comme le proposent les vidéos en anglais, ton système de dopamine. Donc le terme de reprogrammer appuie le terrible constat dont je parlais il y a quelques secondes, que nous devenons de plus en plus en fait des machines, ici non plus avec notre encéphale comme un cerveau, mais plutôt comme un processeur en fait. Le dopamine reset est un terme de recherche qui a explosé ces 5 dernières années avec une demande croissante des contenus de la part des internautes pour trouver des moyens de réfréner leur pulsion, de ne pas succomber au plaisir facile. Et oui, je pense que tout le monde est au courant de ça, donc les réseaux sociaux, la malbouffe, la junk food, vous appelez ça comme vous voulez, la pornographie, tout existe, ou peut-être que tout est fait pour assujettir l'homme moyen en un être servile, dépendant et esclave de sa jouissance instantanée. Ainsi, notre système de dopamine est totalement perturbé par une inextinguible demande de satisfaction des plaisirs. Scroller vous procure du plaisir, alors vous continuez un petit peu plus pour tomber sur le contenu, sur la vidéo qui va vous apporter ce petit bout de joie, cette sensation de plaisir. Vous avez aimé ce plat de sushi, alors vous en recommanderez, mais avec un petit peu plus de sushi, dépensant encore un peu plus vos économies. Et vous avez joui en vous tatouant la rétine de cette vidéo pornographique qui réalisait votre fantasme, en vous faisant croire que vous étiez l'acteur, vous allez maintenant recommencer, mais avec un contenu encore un peu plus violent, encore un peu plus trash. Donc tous ces cas de figure se constatent chaque jour et sont étayés par des dizaines d'articles de presse chaque année. En bref, ça je trouve que c'est un petit peu vrai, nous ne voulons plus les efforts, mais juste le plaisir. C'est ce qu'on appelle en fait une dépendance, ou le mot tant redouté que personne ne veut s'avouer, de l'addiction. Et c'est ça qui a créé des épidémies d'anxiété, de dépression, encore une fois. Si la servilité existe toujours, mais a changé de visage, le maître est devenu l'écran. De par sa condition sine qua non, servilité dit aussi affranchissage et liberté. Et c'est toujours en notre pouvoir de redevenir libre. C'est notre pouvoir de dire et de devoir dire non. Avant de reprendre cette vidéo, je tenais à vous dire que je viens de créer un Patreon si vous voulez me soutenir parce que je ne gagne pas 1 euro sur ces vidéos depuis 4 ans, je crois bientôt. Et donc vous pouvez me faire un petit don de 3 euros par tous les mois si vous voulez m'aider. Sinon, j'ai créé des contenus exclusifs. Pour 7 euros, vous avez le droit à plusieurs heures de podcast tous les mois. Donc je fais à peu près un podcast toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça dépend. Ou c'est un podcast d'environ 30-40 minutes. Donc c'est des podcasts où je parle de tout, de moi, de l'actualité, des réseaux. En fait, c'est toutes les réflexions que je peux pas mettre dans mes vidéos, auxquelles je pense tout le temps et qui pourraient en fait vous intéresser. Voilà, le podcast s'appelle Signal Faible et il y a déjà 2 épisodes et un 3e en production qui sont disponibles sur le Patreon. Merci beaucoup et reprenons à présent la vidéo. Je suis de plus en plus dépendant de l'IA pour planifier ma vie. Je l'avoue. En fait, j'adore l'idée d'avoir un secrétaire infaillible et permanent dans ma poche. Ça m'aide à m'organiser, à organiser mes projets, à réfléchir, à me cultiver et à répondre aux questions auxquelles parfois je n'ai pas toujours la réponse. Mais surtout, ça m'aide à déléguer et à faire confiance à un tiers pour que lui me fasse des recommandations, pour que lui choisisse pour moi. L'IA me libère du temps, mais c'est peut-être ce temps-là que je devrais utiliser pour réfléchir par moi-même. Et si, en déléguant tout, je ne perdais pas aussi la capacité de décider ce qui est important pour moi. Je me dis même peut-être que c'est un danger. Peu à peu, en fait, on ne se fait plus confiance. On pense que nous ne sommes plus capables de pouvoir choisir seul, de prendre des décisions seuls. Alors, nous demandons à Perplexity ou à ChatGPT ce qu'il en pense et ce que nous devrions faire. Mais nous perdons petit à petit notre souveraineté, en fait, la souveraineté de notre vie. Alors, évidemment que c'est important de demander des informations supplémentaires ou une définition ou une explication d'un domaine que nous ne connaissons pas, mais il faut que tout ça, ça reste simplement un outil, non pas un conseiller au plein pouvoir. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, tout existe, soit pour nous apporter des plaisirs instantanés à volonté, soit pour nous simplifier la vie, quitte à nous rendre dépendants de robots qui décident pour nous. L'homme devient peu à peu un être apathique, presque animal j'ai envie de dire, puisqu'il commence à dépendre d'une intelligence qui deviendra probablement supérieure, une super intelligence. C'est un scénario possible vu à la vitesse à laquelle se développe l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et c'est également ce que nous dit le philosophe sud-coréen et naturalisé allemand Byung-Chul Han dans son essai La société de la fatigue. L'auteur fait une comparaison que je trouve très intéressante entre notre mode d'évolution, dans le travail notamment, et l'évolution biologique dans laquelle il observe un comportement typique animalier. Il explique en fait que la capacité aujourd'hui à être multitâche ou multitasking
comme on dit en anglais, semble en fait être hyper valorisé dans nos sociétés contemporaines, je veux dire. Cependant, le multitasking, c'est ce que font les animaux faibles, vulnérables, comme les proies en fait, qui sont toujours aux aguets, obligés de diviser leur attention lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils dorment, lorsqu'ils doivent protéger leurs petits, ou même lorsqu'ils copulent. C'est justement au contraire la concentration profonde, présente uniquement chez les êtres humains en passant, une réflexion dite profonde qui engendre la créativité et qui a permis, selon l'auteur, de créer de nombreuses créations philosophiques et culturelles. Et je cite, le multitasking n'est pas seul. Les activités comme les jeux vidéo engendrent eux aussi une attention large mais plate, analogue à la vigilance d'un animal sauvage. Les dernières évolutions sociales en date et le changement structurel de l'attention rapprochent de plus en plus la société humaine de la vie sauvage. Aujourd'hui par exemple, le mobbing prend des dimensions pandémiques. Le souci de la vie bonne, qui inclut aussi une coexistence réussie, laisse de plus en plus la place au souci de la survie. Les performances culturelles de l'humanité, parmi lesquelles on compte aussi la philosophie, nous les devons à une attention contemplative profonde. Et je creuserai encore un petit peu plus long pour dire que cette fragmentation de l'esprit humain est un symptôme que l'on retrouve à différents égards, par exemple que ce soit sur la prolifération des applications sociales, comme les réseaux sociaux qu'on compte par dizaines aujourd'hui, des applications de rencontres également par dizaines. Il devient impossible de pouvoir être présent sur chacune de ces applications, en tout cas même les plus connues, à moins d'y consacrer une grande partie de son temps. Et c'est ce que font la plupart des jeunes, ils sont sur TikTok, Snapchat, YouTube, X, Instagram, Tinder, Appen, Bumble, Reddit. La machine est inarrêtable. Parfois, le scrolling d'un utilisateur est interrompu par une notification qui va le rediriger vers une autre application où il va recommencer, où il recommencera à s'enfoncer dans la toile aliénante d'un nouveau doom scroll. Et ainsi de suite, jusqu'à la prochaine notification ou de son propre chef lorsqu'il a un petit peu de libre arbitre et qu'il veut voir ce qui se passe sur les autres réseaux. Libre arbitre donc pour s'autodétruire, entendons-nous évidemment. En bref, l'attention générale est fragmentée. Notre dopamine est déréglée, comme notre concentration sociale, comme on vient de le voir, est fragmentée. Notre sommeil aussi devient de plus en plus fragmenté. Ainsi, la société de la fatigue que décrit Byung-Chul Han, ou société de la performance comme il l'appelle aussi, ce qui fait écho à ce que j'appelle moi aussi la société de la productivité, semble terriblement nocive pour nous. Mais alors, que faire? Est-ce que nous devons suivre la masse et continuer à faire ce que l'on observe chez les autres, ou est-ce qu'on devrait plutôt décider de soi-même de faire ses propres choix? Nous avons toujours le choix. Le choix de dire non, de réfuter ses propositions, de refuser cette vision du monde, et c'est ce que disait aussi Byung-Chul Han, que le plus grand des luxes actuels des êtres humains, ce n'est pas de vivre dans l'opulence ou d'être le proxénète cybernétique que nous devenons tous, mais c'était de dire non. Mais dire non pour dire oui à notre humanité, pour nous reconnecter à nous-mêmes, à qui nous sommes vraiment. Ainsi, pour répondre à la question que nous nous étions posée en début de cet essai, il me faut rappeler avec humour que la réponse à la question « Qu'est-ce que penser librement ?» est dans la question. Pour être un petit peu plus prolixe, je dirais qu'aujourd'hui, c'est à nous de choisir comment nous voulons vivre, et comme on l'a vu, la vraie souveraineté, les vrais rois ou reines sont ceux qui ne deviennent jamais leur contraire. Ceux en fait qui ne tombent pas dans la dépendance aux écrans, aux intelligences artificielles, ils sont maîtres d'eux-mêmes. Alors, c'est déjà ça, penser librement. Par ailleurs, penser librement, cela veut dire aussi s'informer le plus sur tous les sujets. Lire, beaucoup lire je pense, pour se cultiver et avoir un pouvoir informatif et décisionnel sur le monde dans lequel nous entrons. Et je pense que pour penser librement, il faut s'imposer une petite discipline sur le monde des écrans. Refuser de devenir une machine, refuser de scroller, refuser de céder au plaisir facile. La contemplation triste, l'ennui, la souffrance sont des sentiments désagréables, parfois insupportables, voire insoutenables. Mais ce sont ces émotions négatives qui nous permettent de distinguer la joie, le réel plaisir, le rire pour redevenir humain, contrairement à la machine pavlovienne que nous devenons programmer pour réagir sans réfléchir. Est-ce que cela veut dire abandonner complètement le monde numérique, ne pas utiliser l'intelligence artificielle? Il serait vain, je pense, de ne pas se rendre compte que nous le voulions ou non, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place dans notre société. C'est le cours normal de l'évolution, comme l'a été le bronze, puis le fer et enfin le nucléaire en son temps dernièrement. Il faudra s'adapter, apprendre à se servir du numérique, de l'IA, tout en les considérant simplement comme des outils. Penser librement, c'est comprendre la société actuelle et se répéter cette phrase de Byung-Chul Han. Ce ne sont pas les interdictions, les contraintes, mais l'excès de positivité, l'impératif de performance qui épuise l'âme. La question qu'il nous reste à nous poser pour la suite, c'est quelle sera la place des êtres humains dans un monde à venir où l'IA nous sera supérieure, et supérieure en tout point. Est-ce que le futur comportera encore des êtres humains? C'est peut-être ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris vraiment un plaisir immense à l'écrire. Je pense que c'est une de mes vidéos les plus travaillées, les plus qui va le plus dans la réflexion et peut-être même la psychanalyse de la société actuelle, un peu philosophique. Et je voulais vous dire que voilà, il y a 3 projets qui sortent. Donc il y a cette vidéo, il y a le Patreon que je viens d'ouvrir avec les podcasts uniques, et enfin je suis très heureux de vous présenter la nouvelle direction
direction artistique de la chaîne avec la bannière qui est toute nouvelle et la photo de profil aussi. Et pour ça, j'aimerais remercier mon ami Baptiste avec qui j'ai travaillé longuement sur ce projet. Il a réussi vraiment à retranscrire ce que j'imaginais, ce que je voulais. Donc pour vous décrire un peu, c'est un monde qui est entre les humains et le numérique. Donc on a la photo de profil un peu pixelisée de ma tête. En fait, c'est un format qu'on appelle blueprint. Ce sont les ébauches en fait. Et donc on a vraiment les grosses courbes géométriques. En fait, c'est le squelette d'une image ou d'un design. Et ça représente un petit peu ce truc entre humain et machine, le design, l'ébauche. T'as juste le squelette d'une part, je trouvais ça assez symbolique. Et la bannière où en fait voilà, t'as plein d'écrans qui sont en statique, enfin des écrans allumés, et juste une chaise pour les gens, pour vous en fait, de regarder le monde à travers ces écrans avec moi. Qu'on s'assoit ensemble et qu'on le regarde. Voilà. Je suis très content aussi de la direction artistique du montage vidéo. Je suis très content. Merci à Raphaël pour cet immense travail. Je suis hyper content et c'est enfin clair pour moi où je veux aller et ce que je veux faire. Et j'ai l'impression que même si les statistiques suivent pas encore, parce que je viens de changer le nom de la chaîne, je suis passé de Ken Kazma à Ken Internet. Parce que Ken Kazma, je trouve que c'est trop compliqué à retenir. Alors que Ken Internet, c'est le jeu de mots sur Ken et Internet. Donc voilà, ensemble on va Ken Internet, on va sortir du monde des réseaux, d'Internet et vivre dans le monde réel. Et Ken, c'est toujours d'ailleurs la particule qui m'a toujours suivi parce que c'est aussi mon prénom, enfin c'est mon deuxième prénom. Donc Ken Internet, c'est à la fois mon identité, un symbole fort pour vous et comme pour moi. Donc en tout cas, je suis très heureux d'enfin avoir ces 3 projets actés, cette vidéo et encore une vidéo que je suis en train d'écrire. Enfin 2 que je suis en train d'écrire qui devraient vraiment vous plaire, je pense. Donc ça fait beaucoup de choses d'un coup, mais il fallait que je les sorte en juin absolument. Et j'ai travaillé longuement dans le silence, mais voilà, ils sont là, je suis très heureux. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Ken Internet.